Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, le musée historique du domaine national de Saint-Cloud regroupe de nombreuses pièces d'art témoins de l'histoire du territoire. Avec des silhouettes amples et en transparence, le créateur Arthur Avellano repousse les limites du latex, zoom sur son travail. Pour Saint-Laurent, Anthony Vaccarello plonge aux racines de la marque, celle de son fondateur historique. L'art de la marqueterie de paille au service de l'ébénisterie, c'est le savoir-faire de Stéphanie, découverte dans le geste. Et juste avant de rencontrer le créateur Arthur Avellano, tout de suite notre rubrique Pépites. D'une embrassade au tribunal, il n'y a qu'un pas. C'est l'histoire du baiser de l'hôtel de ville. Et son auteur, c'est Robert Doisneau. Ce photographe français de renom est né en 1912. On le connaît pour ses clichés poétiques et humanistes, réalisés notamment au cœur de la capitale. Il saisit ainsi le portrait vif d'enfants et les scènes populaires du quotidien, immortalisant des moments légers emplis de poésie. Aujourd'hui, impossible de n'avoir jamais croisé le chemin d'une des photographies de Doisneau. Le baiser de l'hôtel de ville ne déroge pas à la règle. Prise en 1950, ce n'est qu'en 86, à l'occasion d'un tirage affiche, qu'elle se fait connaître du grand public. Figés dans le temps, ces amants s'embrassent passionnément au milieu d'une foule de passants pressés. Mais que se cache-t-il derrière cette image? Tout d'abord, une mise en scène. Ici, pas de spontanéité, mais bien Doisneau qui a orchestré cela. Il demande à un couple de jeunes comédiens, déjà repérés auparavant, de s'étreindre devant son objectif. Françoise Bornet et Jacques Carteau jouent alors le jeu et posent. Et ce secret ne sera révélé que bien plus tard. En 1993, un autre couple tente même de se faire passer pour les protagonistes du baiser et réclame une somme rondelette en guise de dédommagement. Inspirant Françoise, cette dernière demandera elle aussi un complément de 100 000 francs qui lui sera finalement refusé. De la poésie à l'appât du gain, il n'y a qu'un pas. Si le château du domaine national de Saint-Cloud n'est plus, un musée lui dédié. Chargé d'histoire, il nous offre une multitude d'œuvres préservées. La destruction du château de Saint-Cloud, en fait, elle est intimement liée à la fin du Second Empire. Napoléon III, qui séjournait en juillet 1870 à Saint-Cloud, y a signé la déclaration de guerre à la Prusse. Et le château s'est retrouvé à la fin du mois de septembre occupé par l'armée prussienne qui voulait faire le siège de Paris. Et a priori, c'est à la suite de tirs français du Mont Valérien que des obus incendiaires ont déclenché l'incendie du château. Construit en 1658 pour le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, le château du domaine de Saint-Cloud trônait autrefois au cœur de ce qui est communément appelé aujourd'hui le parc de Saint-Cloud. L'incendie de 1870 ayant tout détruit, le musée du domaine de Saint-Cloud retrace les 400 ans d'histoire du château, dont les seuls vestiges de l'époque sont ces quelques statues, le reste ayant été vendu. L'administration des Beaux-Arts avait été interrogée justement avant la démolition des ruines pour savoir si elle souhaitait conserver des éléments du château à titre de souvenirs archéologiques ou d'éléments artistiques majeurs. Et finalement, la seule chose qui a été conservée, c'est 8 statues qui étaient présentées dans des niches, dans les façades surcours des ailes du château. Alors, ce qui est intéressant avec ces sculptures, c'est qu'en fait, ce sont des allégories qui représentent en fait tous les éléments de la vie du prince. Donc, on avait ici la muse de la danse, donc la danse, on a Mercure ou l'éloquence, on a la bonne chère, on a le théâtre, on a la musique, on a la paix et on a la richesse, condition sine qua non pour mener cette vie de rêve. Étant le premier occupant du château, le musée expose de nombreux portraits de Philippe d'Orléans et de sa famille, des portraits classiques, mais aussi des portraits plus allégoriques.
Ils sont chacun représentés dans des atours un peu étonnants, puisque en fait ils sont tous représentés sous les traits de dieux de la mythologie antique, qui est censé représenter sa place dans la famille. Et donc aux côtés de Louis XIV, Apollon, soleil et lumière suprême, on a ici Philippe, représenté en étoile du point du jour, c'est-à-dire l'étoile la plus brillante parmi toutes celles du ciel, mais qui s'efface modestement le matin quand le soleil justement apparaît. Et finalement c'est un résumé assez grand et assez juste de la position de Philippe, c'est-à-dire plus haut que tous à la cour et tenant à le faire savoir, mais sachant s'effacer devant son frère. Après la famille d'Orléans qui reste à Saint-Cloud jusqu'en 1785, c'est la reine Marie-Antoinette qui acquiert le domaine et le château. Elle fait entreprendre de grands travaux de transformation du palais. Et donc on a aménagé une nouvelle chapelle. Et donc on va commander à Jean-Baptiste Claude Séné une série de 12 prie-dieu destinés à la chapelle, à la nouvelle chapelle du château. Et pendant la Révolution, tout le mobilier qui se trouvait à l'intérieur du château va être vendu. Et donc, on peut encore trouver à l'heure actuelle en vente sur le marché, alors de moins en moins, mais des meubles qui proviennent justement du château de Saint-Cloud et de l'époque de Marie-Antoinette, puisque c'est des meubles qui ont été intégralement, à quelques rares exceptions près, intégralement dispersés à la fin du XVIIIe siècle. Si les pièces de mobilier du château restantes sont rares, le musée donne aussi à voir l'histoire du parc à travers des gravures et des objets. Le service est appelé le service aux nouvelles vues du parc de Saint-Cloud, puisque ça représente tous les aménagements qui ont été réalisés dans le parc à l'époque de Louis-Philippe, qui ont été consécutives au passage du chemin de fer de la ligne Paris-Versailles à travers le parc. Et donc il a fallu créer à la suite des ponts, des nouvelles grilles, des nouvelles entrées. On a fait des aménagements paysagers dans le domaine à cette occasion-là. Et en fait, ça nous montre donc qu'à l'époque, finalement, l'arrivée du chemin de fer, c'est pas du tout vu comme du vandalisme ou quelque chose qui viendrait dénaturer la beauté du parc. Au contraire, c'est vu comme l'irruption de la modernité et c'est vu comme quelque chose qui mérite d'être célébré et d'être peint par les artistes de la manufacture de Sèvres. Aujourd'hui, l'urbanisation entoure nettement les 460 hectares du domaine de Saint-Cloud, mais cela n'empêche pas le lieu de continuer à être vivant et festif avec l'organisation d'événements et de festivals dans son enceinte. L'univers singulier du créateur Arthur Avellano se révèle à nous à travers des pièces couture tout en latex, quand expérimentation et mode font bon ménage. Bonjour Arthur. Bonjour. En tant qu'ex-étudiant des Beaux-Arts, la mode est étroitement liée à tous les domaines artistiques, notamment à un matériau en particulier, le latex, dont on va parler plus tard. Mais tout d'abord, comment vous avez choisi la mode comme terrain de jeu favori? Justement, j'ai commencé à partir de là-dedans quand j'étais aux Beaux-Arts. C'est pas du tout après en école de mode, c'est que j'ai fait 4 ans aux Beaux-Arts de Toulouse. J'étais en design graphique et j'avais commencé à développer un motif et je voulais l'imprimer sur du latex. Parce que c'était un peu un challenge technique d'arriver à imprimer sur cette matière parce que mon chef d'atelier à l'époque m'a dit c'est pas possible, tu peux pas. Et quand c'est pas possible, c'est intéressant. Et quand c'est pas possible, c'est intéressant. Donc du coup, j'ai eu cette matière, c'est imprimé et je commençais un peu à m'intéresser à la mode. Et une fois, une personne de mon école est venue me proposer de monter un défilé pour le vernissage d'une expo. Donc j'ai commencé à créer une collection vraiment pour ce vernissage à la base. Est-ce que vous pourriez m'expliquer d'où vient le latex? Qu'est-ce que c'est comme matière à la base? C'est une matière 100% naturelle. C'est issu de l'EVA. C'est un arbre qui pousse qu'au niveau de l'équateur, ce qu'on appelle l'arbre à caoutchouc. Sauf que le latex, en fait, c'est l'étape avant le caoutchouc. À l'intérieur, on dirait il y a la sève, qui est l'équivalent du sang. Et à l'extérieur de l'arbre, on a le latex, qui est plus l'équivalent du système lymphatique. On récupère ce liquide blanc, il rajoute des pigments à l'intérieur, on peut rajouter des paillettes, ce genre de choses. Et après, hop, ça passe dans une presse avec des colorants. Et après, il faut choisir l'épaisseur du latex. Alors justement, le latex, j'imagine que ça peut vous intéresser parce que c'est à la frontière entre objet design et tissu. C'est un peu ni l'un ni l'autre. Et quand j'ai vu la chose en vrai, je me suis rendu compte de la façon dont ça bouge, la façon dont ça épouse le corps.
comment ça met le corps en valeur. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était vraiment un effet qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et vu que c'est une matière que personne n'a vraiment poussée à fond sur le vêtement, ça a toujours été pour faire des harnais, des robes moulantes, sexy, mais jamais vraiment pour les caractéristiques esthétiques que je trouve assez luxe et intéressantes à travailler. Avec cette volonté de créer des vêtements de mode en latex, Arthur Avellano lance sa marque éponyme en 2016, d'abord pour les hommes, puis mixte en 2020. Pour créer son univers, Arthur s'inspire des formes des vêtements vintage ainsi que des films. Et pour confectionner ses collections, tout commence par les couleurs. Au tout début où je commençais les collections, je partais au Maroc où vit ma mère. Et ce qui est cool là-bas, c'est qu'il y a une lumière qui est assez forte, donc je venais avec tous les échantillons de latex et on sélectionnait les couleurs ensemble. Et c'est vrai que moi, je commence comme ça. Je sais que d'autres maisons pour lesquelles j'ai travaillé, souvent ils font un volume et après ils rajoutent la couleur ou la matière. Et moi, c'est l'inverse, je pars de la matière, de toute façon, il n'y en a qu'une. Je la développe, je trouve des nouveaux motifs, on joue sur les épaisseurs, tout ça. Et c'est à partir de cette matière et de ces couleurs que je pense le vêtement et je me dis qu'est-ce que je vais en faire après. Ses recherches sur la matière et les couleurs lui permettent aujourd'hui de sortir des vêtements en latex totalement blancs. Alors ça, c'est ma petite fierté sur la saison parce que normalement en latex, on ne peut pas faire des pièces... Enfin, on peut faire du blanc, mais le blanc, on dira, je ne sais pas si on dira, ça va plutôt se rapprocher de cette couleur-là, quoi. Là, par exemple, ça, c'est du latex 100% naturel. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de colorant, tout ça. Et en fait, le latex de nature est jaune. Et jauni avec le temps parce qu'il réagit aux UV. Et normalement, on n'arrivait pas à faire des blancs qui étaient blancs. Et avec l'usine avec qui je travaille, on a réussi à développer ça. Parce que dedans, ils ont mis une espèce de produit qui filtre les UV. Ce qui permet d'avoir un vrai blanc. C'est en développant différentes couleurs et imprimés qu'Arthur retravaille chaque saison ses pièces basiques pour des rendus toujours variés. Ce modèle de robe, c'est déjà ça fait plusieurs fois qu'on essaie de la faire sur les saisons. On l'avait fait il y a 3 saisons, en version plus courte, en transparent. Et on dira à chaque saison, on essaye un peu de l'améliorer. Et là, je suis assez content du résultat. La chose qui avait tout changé, c'est que sur la saison d'avant, quand on l'a fait en doré, c'est la première fois qu'on a essayé de faire ça, c'est qu'on a fait la robe dans un latex super fin. Donc, un latex qu'on n'utilisait jamais, parce que j'avais peur qu'il soit trop fragile et que j'avais peur que le tombé soit pas très intéressant. Et au final, on a essayé ça sur la dernière saison, et là, on a essayé de le refaire sur cette saison avec du latex structuré effet peau de serpent. Initialement, ça, oui, pour l'histoire, c'était quelque chose qu'on devait faire pour Kim Kardashian. Parce qu'elle voulait la version dorée, mais elle ne voulait pas apporter le doré. Et c'est elle qui m'a dit ça serait bien de la faire dans cette matière-là qu'elle adorait, effet de peau de serpent. Et vu qu'on voulait absolument le faire fin, c'est pour ça qu'on a essayé de le faire fin. Donc c'était grâce à elle. Ce que je trouve intéressant, c'est le tombé. On ne s'attend pas du tout à un tombé aussi souple. Et ça, j'imagine, ça doit justement dépendre de l'épaisseur. Oui, ça dépend de l'épaisseur. C'est qu'on a... Moi, à chaque fois, il y a des pièces que j'ai faites une saison, je la retente la saison d'après avec une autre épaisseur. Là, par exemple, je vois sur la dernière saison, il y a une pièce qui a énormément marché. Là, pour l'instant, c'est la pièce qui marche le mieux, je crois, sur les réseaux, qui est une espèce de kimono robe. Mais ce qui est marrant pour nous, c'est que c'est quasiment la 4e fois qu'on sort ce modèle-là. Mais on a changé les épaisseurs, on a changé les couleurs. Mais c'est la première fois, on dirait que la pièce marche autant. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, je dirais, à chaque saison. C'est vraiment peaufiner la pièce pour que chaque modèle, à chaque fois, soit vraiment parfait. Arthur, à qui s'adressent les vêtements que vous fabriquez? Comme elles sont assez difficiles à réaliser, est-ce que c'est plus pour le tapis rouge, pour des occasions très spéciales? En fait, ça est venu au fur et à mesure. C'est pas moi vraiment qui ai choisi ça, c'est plutôt ma clientèle du coup qui m'a trouvé. C'est que oui, effectivement, là, notre clientèle principale, c'est spectaculaire en fait. C'est que pour les red carpets, les tapis rouges, les célébrités, c'est principalement, notre clientèle, c'est les États-Unis, c'est même Los Angeles. Et puis, on me le demande toujours pour un événement particulier. À chaque fois, on crée sur mesure pour la personne, pour l'événement. Donc, en fait, c'est un espèce de mélange pour arriver à donner vie à un moment. Mais en parallèle des vêtements sur mesure, Arthur travaille également avec des grandes maisons de mode qui viennent vers lui pour son savoir-faire et ses techniques. En plus du latex,
En gros, il y a des maisons qui viennent nous voir pour notre technique de collage à la main, qu'on peut appliquer également sur le silicone. Et là, c'est une robe qui a été moulée en silicone. Et nous, notre travail, en fait, c'est d'assembler les coutures. Que ce soit pour ses commandes de grandes maisons de mode ou bien pour des pièces sur mesure, Arthur travaille dans son atelier parisien avec une petite équipe, dont Théo, qui ne connaissait rien à l'univers du latex avant de venir y faire un stage. Il y a 2 grosses parties entre le latex et le silicone déjà qui sont 2 techniques différentes, donc on alterne entre les deux, ça drive déjà bien. On peut voir toutes les étapes d'un défilé comme on n'est pas beaucoup à l'atelier. On voit vraiment le processus du dessin au montage, au fitting, à la parution presse à la toute fin. Ouais. C'est rare, je pense, les endroits où on peut voir tout comme ça de A à Z. Ah, c'est vrai que souvent les gens qui viennent ici, ils viennent limite pour se faire une formation supplémentaire parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Cette technique singulière et ses expérimentations sur la matière lui ont même valu un prestigieux prix bien connu des créateurs et créatrices de mode. En 2023, vous avez gagné le prix Berger. Ouais. Comment ça vous permet d'avancer? Comment vous vous projetez maintenant? C'est que déjà, ça a fait du bien d'un point de vue moral et financièrement. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai démarré cette matière, tout ça, forcément tout le monde te dit d'arrêter, de ne pas le faire, que ce n'est pas une bonne idée, et qu'il faut faire autre chose, qu'il faut faire des hoodies avec des écritures dessus. Et moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je suis quelqu'un d'assez têtu et puis sincèrement, ce n'est pas mon but dans la mode. Et en fait, d'avoir comme ça, je crois que c'est 33 professionnels qui sont dans le jury, qui on dira donnent de la valeur au travail, qui trouvent ça intéressant et qui en gros te disent il faut que tu continues, c'est intéressant parce que ça a de l'avenir. Parce que c'est ça, c'est que les gens ne pensaient même pas que c'était viable d'arriver à créer quelque chose avec ça. Bah, ça donne envie de continuer, quoi. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Anthony Vaccarello convoque la figure d'Yves Saint-Laurent dans son défilé automne-hiver 2024. Des silhouettes familières servies par des matières audacieuses. Le costume Saint-Laurent, un monument de la mode à lui tout seul qui a transformé à jamais le vestiaire féminin. Dans l'imaginaire collectif, la femme Saint-Laurent reste un mythe de liberté et de sophistication, mais qu'en est-il de son pendant masculin? Le directeur artistique Anthony Vaccarello nous répond avec sa collection Homme Hiver 2024. Et pour le faire, il retourne aux racines de la marque, Monsieur Yves Saint-Laurent lui-même. Tout le long du défilé, des mannequins rappellent le physique du fondateur de la maison, ses célèbres lunettes carrées et son allure studieuse dans des costumes qui semblent toujours presque un peu trop grands pour ses épaules fragiles. Le défilé a lieu à la Bourse du Commerce, un musée parisien dans lequel il a reproduit la célèbre arche de fleurs des défilés couture de l'époque. Il y présente une succession de costumes coupés au millimètre, un parti pris plus qu'audacieux à une époque où la mode masculine s'est affranchie de l'uniforme et de sa traditionnelle cravate. Mais lorsqu'il est signé Saint-Laurent, le costume devient un discours de mode exceptionnel. Tout part d'une ligne d'épaule, tantôt ronde et imposante, tantôt creuse et saillante, qui définit à elle seule l'allure d'une silhouette. Les vestes sont croisées, les cols et les cravates remontent jusqu'au menton dans un esprit très années 80, inspiré de Patrick Bateman, célèbre personnage du roman American Psycho. Il incarne l'âge d'or d'une masculinité puissante et dangereuse, nourrie par un désir d'argent et de pouvoir et par des pulsions morbides. La collection prend ainsi un tournant presque inquiétant quand Anthony Vaccarello ressort des archives de longues capes des années 60 et taille de grands pardessus théâtraux dans une matière semblable à du caoutchouc. Mais le vrai tour de force de cette collection réside dans sa confection. Dans la tradition des ateliers de couture, on distingue le tailleur du flou, ces matières fluides qu'on travaille à même le corps.
Ici, les deux techniques sont mélangées sur des costumes ultra souples dans des matières traditionnellement féminines comme le satin ou la georgette. Une véritable prouesse technique qui apporte au costume une toute nouvelle allure, très mode et étonnamment contemporaine. En convoquant la figure d'Yves Saint-Laurent, son travail de ligne et de posture, Anthony Vaccarello réalise une des plus grandes réussites de cette Fashion Week parisienne, celle de rendre le costume à nouveau désirable. La femme Saint-Laurent n'a qu'à bien se tenir, son pendant masculin est bel et bien réel, désormais prêt à écrire sa propre légende. Stéphanie est marqueteuse de paille et ébéniste. De la culture du seigle à la confection de meubles ornés, elle maîtrise chaque étape avec art et précision. La paille a vraiment un côté magique, chic aussi. Je pense que c'est vraiment la lumière et la brillance de la paille qui m'ont vraiment subjuguée, moi. Ébéniste et marqueteuse depuis 3 ans, Stéphanie Trollet travaille le bois et la paille dans son atelier Lasto à Montreuil. Attirée par la brillance de la matière, elle s'est reconvertie vers ce travail manuel et minutieux. Moi, je suis architecte de formation. J'avais mon grand-père qui était compagnon des devoirs charpentier, mon papa aussi compagnon des devoirs. Et je suis revenue vraiment au bois, que j'adore travailler, et parce que j'avais envie de réaliser ce que j'avais dans la tête. Et pour donner vie à ses idées, c'est important pour elle de produire sa matière première. Elle fait alors pousser du seigle dans le Poitou qu'elle teint ensuite elle-même. Pour teindre ma paille, je pars soit d'extraits que j'achète, c'est le cas d'extraits de Campêche, qui est un arbre d'Amérique du Sud. Sinon, je pars d'extraits végétaux locaux, alors que je récolte dans le Poitou. Ça passe par des fougères. Donc là, c'est des fougères qui sont séchées. Et la particularité avec les fougères, avec les recettes que j'ai développées, on peut avoir des jaunes un peu fluo comme ça, qui sont hyper vifs et très très lumineux. À l'extérieur de son atelier, Stéphanie s'est donc créé un espace pour expérimenter et réaliser ses teintures végétales afin d'obtenir une large variété de couleurs, même si quelques limites demeurent. Ma difficulté pour teindre cette matière-là, c'est qu'en fait, par rapport à du tissu, que ce soit de la laine, du lin ou autre chose, en fait, on part d'une base blanche. Alors que moi, ma matière, c'est jaune. Donc du coup, en fait, tous les codes qu'on a avec la teinture végétale, il faut le redécouvrir parce que forcément, ce qui marche avec du coton ne marche pas forcément avec de la paille. Une fois ces pailles bien préparées dans un premier bain, un second bain d'1h30 est nécessaire pour teindre la paille de seigle dans la couleur souhaitée. Et donc la difficulté avec la teinture de la paille de seigle, c'est qu'en fait, ce qui est beau avec la paille de seigle, c'est qu'on a de la silice, c'est le côté lumineux, mais par contre, c'est la barrière pour la teinture. D'où l'importance de bien travailler sa paille et de bien la mordancer pour que la couleur soit solide. Ce n'est qu'une fois séchées que les pailles révéleront leur couleur finale et que l'assemblage par collage pourra alors commencer. Je pars de mes brins de paille qui sont teintés, séchés. On prend chaque paille, chaque brin qu'on va ouvrir à la main. On écarte la fibre et après, avec un plioir, on va venir écraser la paille plusieurs fois. Quand la paille elle commence à être bien souple, elle commence à s'entortiller comme du bolduc. On lui redonne un petit coup de l'autre côté et c'est comme ça qu'on obtient des rubans qui ont vraiment une résistance. Et c'est ces rubans-là qu'on va encoller brin par brin sur un support. Stéphanie encolle ici ses rubans de paille sur un paravent qu'elle a préalablement créé en bois avec pour inspiration un champ d'herbe répondant alors parfaitement au naturel de la matière première. Quand on travaille la paille, en fait, on a un tri. On a des fois des bouts de paille qui sont un peu abîmés. Il y a des taches de soleil également. Donc ça, on l'enlève ou pas en fonction du motif qu'on va faire. Parce que des fois, finalement, les accidents les taches, les accidents de paille participent aussi au motif et à la variété de tons, quoi. Et la façon d'orienter la paille va permettre à la lumière d'accrocher différemment sur le support et d'avoir cette vibration.
C'est brin par brin que la magie du décor opère, un savoir-faire qui nécessite patience et temps pour réaliser du mobilier unique, comme pour ce cabinet-bar qu'elle a entièrement créé et pour lequel elle est partie du motif traditionnel de la marqueterie de paille, le soleil, pour ensuite laisser libre cours à son imagination. À l'époque, je n'avais pas de rouge, donc j'ai développé cette paille rouge, mais je voulais aussi développer de la paille dégradée. L'idée, c'est de ne pas avoir la même lecture au niveau des mobiliers, d'avoir des surprises. Donc ça, c'est un cabinet-bar. Après, quand on commence à l'ouvrir, à s'en servir, on commence à avoir une autre vision du meuble. Prenant du plaisir autant à façonner ses meubles en bois, à teindre ses pailles de seigle ou à réaliser la marqueterie, Stéphanie se plaît à innover et à être toujours dans la recherche. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!